On n'est pas sorti des renseignes. C'est la galère. Salut à tous, quel plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode dont n'est pas sorti des ronds sur Radio Alliance Plus et Rage. Aujourd'hui, nous allons parler de la flore, déforestation, dérèglement climatique, urbanisation constante, pollution. Que cela soit par l'homme ou le climat, les plantes sont impactées. Certaines espèces sont en danger, certaines espèces migrent avec les changements de climat. Bref, il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet et c'est parfait car j'accueille pour parler de tout ça Véronique Mur, botaniste et ingénieure en agronomie tropicale. Bonjour Véronique. Bonjour. Bon, je ne me suis pas trompé sur le CV. Non. Voilà. Bon, alors je vais te laisser te présenter avec les 3 premières questions. Qui es-tu, que fais-tu et pourquoi le fais-tu ? Alors, qui suis-je ? Voilà, on a déjà répondu. Je suis Véronique Mur. Je suis... Alors, qu'est-ce que je fais ? Je suis une botaniste en activité libérale, ce qui est pas très courant parce que souvent on entend par botaniste des gens qui font de la recherche. Et moi, je fais beaucoup d'enseignement, à la fois à l'école du paysage à Marseille, le NSP, mais aussi, depuis très longtemps, je fais de l'enseignement dans une université du temps libre, au CADREF à Nîmes, ce qui fait que par cet enseignement, j'ai pris l'habitude de raconter des histoires botaniques. Et donc, c'est une part importante de mon activité. Une autre part importante de mon activité est liée aux paysagistes que j'accompagne souvent dans les projets pour identifier, pour préciser ce que j'appelle des palettes végétales dans les projets de paysage. Voilà pourquoi je le fais, parce que je suis botaniste et que je suis bien sûr amoureuse de la flore méditerranéenne. Vraiment, je suis spécialisée dans cette question de méditerranéenne, même si toutes mes études ont été tropicalistes. Voilà, je suis nîmoise et j'habite à Nîmes. Et à quoi ça consiste de raconter des histoires ? Alors, dans mes engagements, Mm. parce que je suis aussi quelqu'un d'engagé vis-à-vis de... Alors, dire l'évolution de notre planète, ça serait extrêmement prétentieux, mais je suis quelqu'un d'engagé dans notre rapport à la végétation parce que j'ai fait le constat, mais comme on l'a tous fait, on est de plus en plus urbain. Les nouvelles générations ont de moins en moins de grands-parents qui avaient des jardins potagers et qui ont pu eux-mêmes, via leurs parents ou via leurs grands-parents, être au contact de la végétation, mettre les mains dans la terre et apprendre de façon empirique des questions de botanique en règle générale, mais une connaissance des plantes. Et ça, je trouve que ça va de pair avec les crises climatiques et anthropiques dont tu as parlé au tout début. Et il me semble qu'il est urgent de retrouver du lien avec la végétation, avec les plantes. Et mon engagement est de permettre aux gens de retrouver ce lien, non pas par des grands discours scientifiques, mais par des histoires, par beaucoup d'histoires d'ethnobotanique ou d'histoires qui sont liées à notre rapport aux plantes depuis la nuit des temps. C'est-à-dire, il y a beaucoup de plantes que moi j'appelle civilisatrices qui nous ont suivis. Le figuier, par exemple, nous suit depuis 11 400 ans. L'olivier nous suit depuis presque autant. Voilà, il y a des arbres comme ça qui accompagnent l'homme depuis fort longtemps. Et je trouve que c'est important de recréer ce lien-là. C'est vrai que souvent on l'évoque avec mes précédents invités, c'est que moi le premier, quand j'étais petit, j'étais assez détaché de tout ça. On est une génération où si on est urbain, c'est assez compliqué d'être en contact direct avec la nature et du coup d'avoir une certaine curiosité et des connaissances du coup donc de l'ensemble de la végétation qui nous entoure. Et donc là, tu as fait une parfaite transition en parlant des plantes. À quoi servent les plantes qui peuplent notre planète ? Alors,
Moi, j'ai envie, parce que c'est un point de vue que j'adopte souvent, de, de, de détourner cette question. Je te Ça laisse. commence mal Mais comme non, pas du tout, pas interview. du tout. Non, 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 franchement. Mais parce que quand on pose cette question, on entend derrière à quoi Ouais. nous servent les plantes. Et réellement, moi, j'aime bien faire ce rapport euh, qui nous permet de changer d'échelle de temps, notamment. Sapiens, c'est 300 000 ans. On est Homo sapiens, on est sur cette planète depuis 300 000 ans. L'apparition de la végétation terrestre, c'est-à-dire la sortie des océans, c'est autour de 400-450 millions d'années. J'ai fait le rapport pour qu'on comprenne, parce que, on est à 450 millions d'années, l'autre 300 000 ans. Le rapport, c'est 1333 fois plus de temps que la végétation, les plantes sont sur la planète par rapport à nous. Et donc, moi, j'aime bien décaler notre regard et se dire, mais pour les plantes, tu pourrais se dire, mais à quoi ils servent, eux? Mais c'est qui ceux-là qui nous perturbe tout notre environnement et à quoi ils nous servent? Alors, je reviens à la question quand même. Non, mais tu as complètement raison. C'est que souvent, on part d'un angle anthropique. Et de toute façon, ça, c'est un défaut que. C'est compliqué de poser des questions sans mettre l'homme comme l'élément un peu central de la chose. Et alors, après, là, pour me défendre, c'est que je voulais cette question. J'ai en plus utilisé le mot servir. C'est pas vraiment le mot parfait, mais en tout cas, l'idée, c'était de montrer quelles sont les fonctions des plantes, l'usage qu'elles ont. L'utilité qu'elles ont, mais pas que pour l'homme, disons. Ouais. Alors, moi, j'aime bien l'image d'un philosophe qui s'appelle Emmanuel Ecocha, qui a écrit notamment un livre qui s'appelle La vie des plantes, métamorphose du mélange, qui a écrit d'autres livres sur les métamorphoses et qui explique que tout être vivant, puisqu'on est d'accord, on part de ce postulat-là, le règne végétal est un règne du vivant. Donc, ce sont des êtres vivants qui sont avec nous. Et tout être vivant, en fait, jardine son garde-manger. Et c'est extrêmement intéressant de penser le règne végétal à la lumière de cette phrase, parce que ça veut dire que dès qu'elles sont sorties des océans, les plantes ont jardiné leur garde-manger. Leur garde-manger, qu'est-ce que c'est? C'est l'air, puisqu'elles ont besoin du dioxyde de carbone pour la photosynthèse, pour fabriquer leur sucre. Elles ont besoin de ce carbone-là. Et ensuite, elles ont besoin de l'eau et des éléments minéraux qu'elles vont puiser dans le sol pour, assurer la photosynthèse. Et donc, les plantes, quand elles sont sorties des océans, eh bien, elles ont créé cette atmosphère, créé ce sol qui nous est si utile aujourd'hui. Et je crois qu'il faut commencer par là. C'est-à-dire, ce sont des éléments fondamentaux qui, dans les difficultés, dans cette crise climatique dans laquelle on est aujourd'hui, on voit bien que elles sont réellement l'élément, pour peu qu'on s'appuie sur elles et qu'on reconnaisse ce point indispensable des plantes, eh bien, on voit que ce sont elles qui peuvent réguler l'atmosphère, notamment le taux de carbone dans l'atmosphère, réguler l'eau aussi et la qualité des sols. Et ça, c'est déjà, et pour moi, certainement l'utilité la plus importante. Après, on peut rentrer à quoi elles nous servent dans la ville, par exemple. Aujourd'hui, où on voit bien que la ville, qui est vraiment l'habitat humain, le lieu le plus anthropisé qui soit, dans lequel on a exclu le règne végétal et les habitats du règne végétal, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est plus tenable et qu'il nous faut partager cet habitat-là
avec le règne végétal. Et apprendre, j'aime bien reprendre encore une phrase qui est une phrase d'un autre philosophe qui est Antoine Aignan, qui dit « habiter à plusieurs peuples sur le même sol ». Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on n'a pas l'habitude de partager notre habitat. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment et urgemment partager notre habitat avec le règne végétal. Et peut-être plus que se demander comment on va les utiliser pour qu'elles nous servent, c'est de se demander comment on peut faire pour bien les accueillir dans nos milieux de vie et pour qu'elles soient aussi à l'aise. Et donc, ça veut dire arrêter de mettre les plantes des arbres tout seuls, noyés dans le bitume ou le béton, en pensant, ben voilà, c'est bien, on a besoin d'un arbre, on va le mettre là. Mais c'est pas du tout comme ça que ça va marcher. Le problème, c'est qu'on a un rapport de supériorité naturelle à la plante. Depuis, on a toujours eu l'idée de planter un arbre pour qu'il nous serve à quelque chose. En fait, on l'associe pas forcément à d'autres arbres. En fait, on ne pense pas du tout à lui. En fait, nous, on pense toujours à nous par rapport à la végétation. Et quand elle nous gêne dans le jardin, il y en a trop. On va faire là, ça y est, on a eu le printemps, donc les gens, ils ont tondu, ils ont coupé leurs différents arbustes, ils ont taillé leurs arbres. Et c'est vrai qu'on a ce rapport-là qui, je pense, pose vraiment, vraiment problème. Parce que, comme tu dis, c'est qu'on est dans une idée de supériorité et toujours dans ce côté vraiment anthropique, homocentré vraiment, où la plante, au final, on la voit pas du tout comme élément de base à la vie. Et en plus, là, je vais revenir sur le côté photosynthèse, c'est que on sait que voilà, elle capte elle capte du CO2 tout ça. Et là, actuellement, on se dit oh là là, on a besoin de capter du CO2, du coup, on va en replanter. Mais on a vraiment voilà, c'est juste parce qu'il faut vite le faire parce que pour nettoyer nos bêtises, quoi. Donc c'est assez désolant, mais j'ai bien aimé ta présentation, ta réponse à cette question. Et là, je vais continuer sur le côté un peu scolaire. J'ai pu, en préparant l'émission, voir comment classer les plantes et j'aimerais juste que tu me expliques tout simplement comment ça s'organise. Est-ce qu'on classe les plantes en fonction du climat, la biologie ou autre chose? Alors, il y a plusieurs manières de classer les plantes. L'homme aime bien classer. On aime bien mettre dans des cases et classer les choses. La classification des plantes a évolué au fil des siècles. Dans l'Antiquité, on classait les plantes essentiellement par leurs usages alimentaires ou médicinaux. C'était les usages qui nous importaient le plus à cette époque-là, quelquefois un peu magiques. Au fur et à mesure des siècles, on a commencé à étudier le règne végétal pour lui-même. Et donc, à la Renaissance, et puis un petit peu plus tard, on a commencé à classer les plantes selon leurs caractéristiques physiques. Et resté dans l'histoire le botaniste Linné, qui est un botaniste suédois, qui a classé les plantes selon leurs fleurs, les caractéristiques de la fleur et plus précisément selon les caractéristiques des étamines. Les étamines, c'est la partie mâle, c'est ce qui va donner le pollen. Donc c'est très pointu comme classification, mais c'est cette classification qui a très longtemps été retenue et qui a permis de classer les plantes, de les mettre dans des espèces, des genres, des familles, ce qu'on appelle globalement des taxons. Et cette science-là, cette discipline s'appelle la taxonomie. Donc la classification. Ce qu'a fait Linné également, c'est qu'il a donné des noms aux plantes sur deux termes, ce qu'on appelle la nomenclature binomiale, avec un nom de genre et un nom d'espèce. Donc, par exemple, une rose, pour la distinguer, on va l'appeler rosa, ça c'est le nom de genre, mais pour savoir bien de quelle rose il s'agit, si par exemple l'églantier, qui est la rose des chiens, et ben ça va être Rosa canina. Et ça, c'est une invention, alors pas tout à fait une invention, c'est une mise au point sur des éléments qui avaient évolué un peu avant, de Linné. Aujourd'hui, cette classification que l'on dit classique, elle est pas totalement abandonnée,
mais elle est précisée par un autre type de classification qui est beaucoup plus précis que seul un critère de la fleur. C'est une classification par la détermination de l'ADN des plantes, ce qui permet, via l'ADN, de retrouver les ancêtres communs des plantes. Et du coup, on classe plus simplement en caractérisant la fleur, mais on fait des arbres phylogénétiques qui permettent de remonter, un peu comme un arbre généalogique chez les humains, qui permettent de retrouver les parents communs et de faire un tout petit peu évoluer cette classification. Et la classification qu'on connaît donc de Linné, elle datait de quand? Alors, Linné, c'est 18e. Ok, et la dernière? Et la dernière, alors là, c'est Ouais. fin 20e, 21e. Parce que moi, souvent, donc, c'est pour ça que je t'ai introduit sur ça, je t'ai introduit sur le côté aussi biologique et du coup aussi le côté climat. Moi, souvent, en géographie, par exemple, ce que je t'expliquais en off, c'est qu'on avait une tendance à avoir une classification donc, des espèces, mais aussi une classification presque en fait, d'un groupement d'espèces qui va appartenir à un type de paysage, un type de climat. Est-ce que tu peux m'en parler? Oui, alors ensuite, il y a d'autres types de classification. Avant de parler de ça, j'en donne une autre qui est importante, qui a été faite par pas un Suédois, mais quelqu'un du Danemark, qui a classé les plantes par leur port, c'est-à-dire les arbres, les arbustes, les arbrisseaux, les bulbeuses, les annuelles, etc. Ça, c'est extrêmement intéressant aussi. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est intéressant parce que ce qu'il a relevé là, c'est la manière dont les plantes passaient la mauvaise saison. Alors, la mauvaise saison, quand on est dans des pays tempérés, c'est ce qu'on appelle l'hiver. Mmh. En Méditerranée, la mauvaise saison, c'est l'été. Ouais. C'est-à-dire comment elle résiste à la sécheresse. D'où, aujourd'hui, l'importance de cette vision-là qui peut permettre notamment à des paysagistes d'utiliser des plantes en fonction de comment elles se protègent pendant l'été. Comment peut-être certaines, les bulbeuses par exemple, elles vont disparaître l'été. Et donc ça rentre dans la classification de Randker. Et sinon, il y a associé également à ça, et on peut le développer, il y a des typologies de plantes, ce qu'on appelle des formations végétales, alors cette fois, qui sont liées au biotope. Le biotope, qu'est-ce que c'est? Ce sont toutes les conditions non vivantes, c'est-à-dire le climat, le sol, dans lequel se trouvent les plantes. Et donc là, à un biotope donné, on a toute une série de plantes, une formation végétale qui va s'installer et qui toutes vont répondre au même biotope pour former ce qu'on appelle un écosystème. L'écosystème, c'est un ensemble, c'est un biotope avec les formations végétales qui leur sont associées. Et si on remonte à plus grande échelle, à l'échelle des climats, par exemple, eh bien, on a des biomes. Pour reprendre l'exemple méditerranéen, à l'échelle de tous les climats méditerranéens, on a un ensemble de formations végétales qui font que le tout s'appelle un biome méditerranéen que l'on va retrouver à la fois autour de la Méditerranée, mais aussi en Afrique du Sud, aussi en Australie, en Californie, au Chili, à l'ensemble des territoires sur lesquels on a un climat que l'on caractérise comme méditerranéen. Alors, on pourra reparler de ce que c'est qu'un climat méditerranéen. Avec plaisir. On fera une petite pause musique dans quelques minutes et on en parlera juste après. Et je voulais évoquer avec toi le côté... Est-ce qu'on est à jour sur la classification des plantes? Est-ce qu'on est plutôt à jour en termes de connaissances au niveau des plantes, où il nous manque énormément de choses à savoir? J'aime bien se poser cette question, c'est parce que récemment, j'ai invité quelqu'un sur le sujet des insectes. Et par exemple, les insectes, il me disait, l'invité, qu'on était vraiment encore loin de tout savoir. Est-ce qu'au niveau des plantes, on peut dire la même chose? Oui, bien évidemment. Voilà. C'était une question où je doutais de la réponse. Très loin. Alors maintenant, parlons des choses qui fâchent. Je l'ai un peu abordé dans l'introduction. Les plantes sont actuellement sujettes à de nombreux facteurs négatifs, que ce soit l'homme, le climat ou les deux. Est-ce que tu peux m'évoquer un peu ce phénomène, les conséquences qu'il y a et les raisons de ces conséquences? Alors,
Oui, alors c'est une question difficile parce Mm. que c'est une question qu'on traite de manière souvent globale à l'échelle de la planète. Et je pense que on a. Je comprends bien qu'il faille simplifier pour des questions de communication souvent, et on a souvent peu Eh de oui. temps, et donc c'est plus facile de simplifier les propos. Mais moi, je trouve que quand même, il est urgent de remettre de la complexité aussi dans ces phénomènes. Quand je parle de complexité, par exemple, il y a des éléments qui sont ancrés dans nos têtes. C'est par exemple que l'homme fait disparaître la forêt. Ça, Oui. c'est un schéma Ah oui, mais c'est un schéma qui, que je... qui Ouais. est, qui est extrêmement présent dans nos Mm. têtes. Eh bien, il faut nuancer ça. L'homme fait disparaître la forêt tropicale. Ça, c'est sûr, c'est évident, c'est catastrophique, et ça a de très fortes conséquences sur la planète et sur l'environnement de la planète. Dans nos climats tempérés, la forêt augmente, elle ne disparaît absolument pas. Pourquoi la forêt augmente dans nos climats tempérés, notamment en France et notamment en région méditerranéenne? C'est que on a une exode rurale extrêmement importante, et donc l'agriculture diminue beaucoup, et notamment une agriculture sur les terres les plus difficiles, notamment sur les terres des pentes, que ce soit pour citer des territoires autour de notre région, donc que ce soit dans les collines calcaires ou dans les Cévennes, où tout l'ensemble des agriculteurs, ou de ce qu'on a appelé Mm. l'agro-sylvopastoralisme, qui depuis 2000 ans façonne nos paysages. Cet agro-sylvopastoralisme, qui lie à la fois l'agriculture, le pastoralisme et la forêt, a disparu pratiquement intégralement. Du fait de cette disparition, c'est la forêt qui reprend le dessus. Et donc la forêt est en accru extrêmement importante dans nos régions, et non pas du tout en diminution. Après, je vais quand même me permettre juste de vous contredire. Ouais, Je me permets après ouais, bon, allez-y. avec les connaissances Ouais, que j'ai, hein, on ouais, va donc ouais, quand même ouais, toute ouais. proportion gardée. Les Cévennes, par exemple, c'est vrai, on avait des paysages donc de pastoralisme, où on faisait donc de l'élevage dans les montagnes. Du coup, on avait bien sûr rasé des forêts pour cela. Mais là, on retrouve maintenant des forêts qui sont on pourrait dire de monoculture, hein, vu qu'il y a beaucoup de forêts de sylviculture, beaucoup de pins, beaucoup de choses comme ça, qui captent assez peu de carbone, qui assèchent les sols. Est-ce qu'au final, on se dit, est-ce que on va quand même dans le bon sens? Il y a une croissance de la forêt, mais quelle forêt, entre guillemets? Alors, c'est bien de poser cette Mm. question parce que ça permet de préciser ça. Quand on dit une accrue forestière, dans le mot accrue, on entend une dynamique dedans. Ouais. C'est pas quelque chose de statique. C'est-à-dire, on n'est pas passé d'un abandon des terres agricoles et du pastoralisme, qui a quand Mm. même désertifié tous Mm. ces territoires, à la forêt, Oui. point à la ligne. Par exemple, dans nos collines calcaires, on passe par tous les stades de garrigue. Oui. On passe par la garrigue basse, la garrigue haute, et on passe bien souvent, avant d'arriver à la chaînée pour nos territoires de garrigue, par des stades pionniers qui vont préparer à l'arrivée d'une forêt plus. Alors, je ne veux pas dire en équilibre, parce qu'on sent bien qu'aujourd'hui, les équilibres, ils n'existent plus. Mais on passe souvent par des stades pionniers de résineux. Alors, j'entends Mm. dans ce que tu dis que tu pointes du doigt non pas les stades pionniers de Mm. pin d'Alep qui n'ont pas été plantés, mais qui arrivent parce qu'ils sont à l'aise dans des milieux ouverts et ensoleillés, ce que n'est pas le chêne. Il a besoin d'arriver dans un milieu qui est déjà un peu stabilisé, donc par ses phases pré-forestières Mm. en fait. J'entends aussi qu'il y a l'idée des reboisements par les forestiers en résineux exotiques qui sont beaucoup Mm. critiqués. Mais il faut quand même différencier ce qu'est la forêt de résineux qui, bien souvent, n'est pas le dernier stade et qui va amener derrière des forêts de feuillus qui sont
plus stable et le résineux, il va durer une centaine d'années. Les forêts plus stables de feuillus, elles vont durer plusieurs siècles. Alors, ce qui est important quand même de préciser, c'est que dans ce schéma-là d'une série progressive d'enforestement, qui est indéniable aujourd'hui, même si ça passe par des stades de résineux, ça vient tout d'un coup, et c'est là que c'est très perturbant, c'est que ça vient s'entrechoquer avec un phénomène inverse, qui est la crise climatique, qui met à mal cet enforestement et qui, tout d'un coup, alors qu'on était dans une fermeture des milieux, nous laisse présager une désertification à nouveau, plus pour les mêmes causes qui étaient du surpâturage ou de la surexploitation du bois, mais parce que du fait de la crise climatique, les arbres ne seraient plus dans des bonnes conditions climatiques. On voit bien dans les cartes qui se projettent à 2100, par exemple, que le chêne vert n'est plus dans son ère climatique à 2100. Et là, ça perturbe tous les schémas que l'on avait jusqu'il y a quelques années encore. Mais c'est vrai qu'il y a un croisement qui est extrêmement dangereux. Tu as complètement raison de le préciser. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec, comme tu dis, dans cette phase potentiellement intermédiaire. Donc, mais par contre, on a les enjeux climatiques qui arrivent en même temps où il faut, par exemple, de l'ombre, capter le CO2, plein d'urgences, plus les enjeux climatiques d'augmentation de la chaleur, qui fait que c'est sûr que on se demande si le feuillu va revenir sur nos terres. Et avec un phénomène qui arrive entre les deux et qui n'est pas des moindres, c'est qu'avec à la fois cette extension des milieux forestiers, donc ces territoires enforestés qui deviennent très importants, et la crise climatique avec des périodes de canicule et de sécheresse de plus en plus fréquentes, voire longues, et bien derrière tout ça, on a le risque des méga-feux, comme on le voit dans tous les territoires qui nous entourent. On l'a vu en Grèce, on l'a vu au Portugal, on l'a vu en Australie, en Californie, dans tous ces climats méditerranéens, qui sont aussi une menace, alors que le feu a depuis des millénaires façonné aussi notre territoire. Tout d'un coup, le risque du méga-feu vient également changer la donne. Et ce méga-feu va être renforcé donc par la végétation locale. Donc, par exemple, le fait que ce soit des résineux, ça favorise l'expansion de l'incendie ou pas du tout? Ça, c'est vraiment une question. Oui, alors bien sûr, le pin d'Alep, il a besoin du feu pour se reproduire. Donc lui, il appelle le feu, le pin d'Alep. Donc c'est un tout. En fait, et c'est en ça où je redis bien qu'il faut bien remettre tous ces phénomènes ensemble et montrer cette complexité et pas simplifier le propos, parce qu'en simplifiant trop les propos, on risque de perdre un des paramètres. Et en fait, c'est le croisement de tous ces paramètres qu'il faut prendre en compte. Sans parler de ce que j'ai vu tout à l'heure en préparant l'émission, du fait que l'impact sur les espèces animales impacte également la flore, logiquement. Bien sûr. Donc, dans le top, par exemple, je crois que je lisais dans le transport des graines. Je te propose qu'on fasse une petite pause musique et on se retrouve juste après. À de suite. Come mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand, for your sons and your daughters are beyond your command. The old road is rapidly fading. Get out of my way now if you can lend a hand, for the times they are changing. Nous revoilà sur Radio Alliance Plus et Rage avec Véronique, avec qui on parle des plantes. Cette fois, on va parler un peu plus, on a évoqué ça tout à l'heure, donc des paysages, et on va évoquer le paysage que nous avons ici, le paysage méditerranéen. Comment il se caractérise et quel type de végétation se distingue? Alors,
Moi, j'aime bien commencer par la question du climat méditerranéen, parce que c'est ça qui est le fondement de tout. Euh, le climat méditerranéen, c'est un climat extrêmement particulier qui est un des seuls climats au monde à allier le sec et le chaud. Il n'y a aucun autre climat, à part le climat désertique, dans lequel la saison chaude et la saison sèche. Je le dis doucement parce que c'est difficile à dire. Dans tous les autres climats, la saison chaude, c'est la saison des pluies. Et la saison sèche, c'est la saison froide. Nous, on allie sec et chaud. Ce qui veut dire, pour la végétation, mais pour tout être vivant, c'est double peine. Parce que non seulement il fait chaud et donc on a besoin d'eau pour compenser cette chaleur, et notamment la transpiration, la perte d'eau, mais on n'a pas d'apport en eau du fait de la sécheresse. Et donc ça, c'est vraiment ce qui va caractériser notre climat, mais l'ensemble de la flore méditerranéenne qui s'adapte à ça. Toutes les caractéristiques de la végétation méditerranéenne, c'est comment on s'adapte à cette saison estivale qui est réellement la mauvaise saison. Et donc, en climat méditerranéen, c'est pas l'hiver qui est la mauvaise saison, c'est l'été. Et c'est dans cet été-là que la végétation va se mettre en dormance ou va acquérir des caractères spécifiques pour se protéger à la fois contre la chaleur et contre le manque d'eau. Alors, c'est très compliqué pour nous, humains, qui avons nos congés en été et donc avons notre civilisation de loisirs et envie d'être dans de beaux paysages épanouis et fleuris en été, alors que dans le même temps, la végétation, elle va se protéger. C'est compliqué parce qu'on a du mal. Autant en hiver, ça ne nous gêne absolument pas d'être dans un jardin dans lequel on va avoir des arbres sans feuilles, par exemple. Autant on n'arrive absolument pas à accepter qu'en été, notre jardin ait des plantes avec des feuilles toutes recroquevillées, aucune fleur, et que rien ne semble vivant. Pourtant, c'est ça la clé de la résilience de nos jardins en Méditerranée, c'est de les laisser tranquilles en été. Même si les plantes vont adopter tout un tas de stratégies, donc être plutôt petites, trapues, avoir des feuilles coriaces, velues, avoir des racines qui vont plonger très loin, eh bien, l'élément important, c'est de se mettre au repos l'été et d'éviter cette saison-là, qui est la saison la plus difficile. Mais c'est que là, pour le coup, le point de vue anthropique, tu m'as vraiment surpris avec ça. C'est vrai que les vacances scolaires, tu as raison, on devrait changer les... Non, mais tu as totalement raison, parce qu'au final, c'est presque le moment où on devrait être... on devrait être le moins en contact avec la nature, la laisser tranquille, et Bien nous, on sûr. va essayer de la modifier à fond pour qu'on puisse être bien pendant nos vacances, dans nos jardins, dans les endroits, dans les lieux de vacances. Et du coup, ça nous a forcément, je présume, forcé à changer parfois la végétation et à pousser des végétations qui n'étaient pas adaptées. Ah, réellement, en fait, je le vois bien en discutant avec beaucoup de jardiniers dans les jardins qui sont ouverts au public. Aujourd'hui, il y a une très forte conscience des jardiniers de cette saison de repos estivale et d'essayer, on le voit bien, d'ores et déjà, là, il y a beaucoup de restrictions liées à l'eau. Donc, l'usage des plantes adaptées à ces climats est indispensable, mais pas que cet usage-là, la manière aussi de faire jardin. Et beaucoup de jardiniers se font insulter l'été quand quand des touristes visitent les jardins, parce ils pensent les jardins non entretenus. Et donc, on voit bien que la communication au sein même des jardins est extrêmement importante pour que les gens comprennent que l'été, le jardin est au repos en Méditerranée. Et ça évolue beaucoup. Il y a une conscience quand même importante qui se fait, une conscience écologique importante. Mais
Il y a C'est- encore beaucoup de travail à faire, effectivement. Alors, quels sont les types de plantes qui s'adaptent alors à ce climat méditerranéen si on doit faire dans les plus connus? Alors, même, si on regarde les grandes typologies de plantes, donc ça va être des plantes qui vont éviter la transpiration en été. Pour éviter la transpiration, elles vont avoir plutôt des feuillages petits, des petites feuilles. Tous nos arbres méditerranéens sont pas, à part les arbres de ripisylve, de Bordeaux, où là il y a de l'accès à d'eau, ce sont des arbres qui ont des petites feuilles, des feuilles dures, coriaces, et souvent velues et grises, de manière à éviter la transpiration, parce que la transpiration se fait par des tout petits organes qui sont sur les feuilles, qui sont les stomates, des pores, par lesquels la plante transpire. Et donc, toutes les plantes méditerranéennes vont avoir tendance à protéger ces stomates. Donc, le romarin, par exemple, ou le thym va enrouler ses feuilles de manière à mettre les stomates bien à l'abri. Donc ça, c'est vraiment une caractéristique. Le fait d'avoir des plantes trapues, petites, des arbres petits, ça évite aussi l'embolie. C'est-à-dire quand il fait chaud, que la plante a tendance à transpirer, ça tire le flux d'eau dans la sève, mais si dans le sol il n'y a pas d'eau, on va avoir un risque d'embolie, c'est-à-dire des bulles d'air qui se forment, comme quand vous tirez dans une paille. Et s'il y a de trop fortes embolies, eh bien, on va avoir mort de la plante. Donc, plus la plante est petite, trapue, va éviter de transpirer, moins elle va être sensible à l'embolie. Plus elle va avoir des racines longues et profondes, plus elle va être capable d'aller chercher l'eau loin. Et tout ça, ce sont des caractéristiques des plantes méditerranéennes, doublées aussi par des plantes souvent aromatiques. Les huiles essentielles vont permettre aussi de créer des halos autour de la plante qui vont protéger de cette trop forte transpiration. Voilà, donc tout un tas de stratégies euh, sur les caractéristiques de la plante, mais aussi sur leur cycle de vie. Ce que j'ai dit juste précédemment, c'est-à-dire que les plantes, eh bien, elles vont jamais fleurir en été. Fleurir, c'est une consommation d'énergie extraordinaire pour la plante. Elle dépense beaucoup d'énergie pour fleurir. Et donc, bien sûr, elle va éviter de dépenser cette énergie en plein été, puisque dépenser cette énergie, ça veut dire faire de la photosynthèse, enfin photosynthétiser pour produire des sucres. Et photosynthétiser, c'est avoir de l'eau, puisque dans la photosynthèse, les molécules d'eau rentrent. Donc, ça veut dire se mettre au repos l'été. Ça, c'est une autre grande stratégie qu'on a beaucoup de mal à respecter, en fait. On a on a de plus en plus on a une hausse des températures, on a des périodes de sécheresse de plus en plus longues où il pleut de moins en moins fréquemment. Est-ce que notre paysage, notre climat méditerranéen évolue et est-ce qu'il va avoir donc forcément des végétations qui vont moins s'adapter à l'avenir? Alors, oui, bien sûr, notre climat évolue par un faisceau de conséquences, ou un faisceau de causes qui sont aussi liées aux éléments dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire on est moins dans nos paysages. Quand je dis on est moins, donc l'homme est de plus en plus urbain et déserte ces paysages. Donc cette accrue forestière et ce risque-feu sont un des risques essentiels d'évolution des paysages. Mais on a aussi un potentiel changement des espèces. Le chêne vert qui serait plus adapté au climat qui évolue. Je dis tout ça au conditionnel parce que la place de l'homme aussi est importante. Moi, j'aime bien dire que pendant 2000 ans, en Méditerranée, on a été dans le paysage, on est beaucoup intervenu, des fois trop, mais on a créé des paysages qui étaient déjà... Enfin, on a beaucoup de mal à envisager les paysages méditerranéens comme des paysages forestiers. Nos paysages méditerranéens, alors pas naturellement, mais traditionnellement, sont des paysages de mosaïque. Et en réfléchissant, moi, je me dis que cette question de la mosaïque, si on
revient, si on reprend soin de nos paysages, on peut essayer de faire en sorte que cette mosaïque, elle perdure pour éviter les conséquences trop dures à la fois des changements climatiques et de tout ce qui en découle, comme les incendies, par exemple. Remettre de la mosaïque, éviter... Alors, c'est compliqué à dire, parce qu'on voit bien qu'on a besoin des arbres et de la forêt. En même temps, je pense que de retrouver une mosaïque, recloisonner des milieux, parce que dans les climats méditerranéens, par exemple, les plantes patrimoniales, j'allais dire matrimoniales, c'est un lapsus, mais les plantes patrimoniales sont souvent des plantes de milieux ouverts, de milieux héliophiles, sont des héliophiles. Donc, retrouver des milieux ouverts, des milieux fermés, des milieux cultivés, prendre soin de nos paysages peut nous aider à ne pas aller vers le désert tel qu'on pourrait l'envisager si jamais on ne faisait rien du tout. Donc, il va falloir, donc quand tu parles de mosaïque, il va falloir tout simplement varier le type de végétation qu'on va retrouver sur notre territoire. Oui, retourner dans les paysages, je trouve. Alors, c'est une question compliquée, là aussi, complexe, parce qu'on a tendance à opposer l'homme au milieu dit naturel. On sait bien que chez nous, il n'y a plus aucun milieu naturel. Tous les paysages méditerranéens ont été façonnés par l'homme. Aujourd'hui, l'homme a quitté ces paysages, alors je caricature, mais pour revenir en ville. Par-dessus arrive le changement climatique, les crises climatiques. Moi, je préfère dire crise que changement. On est vraiment dans des crises. On voit bien qu'il nous faut retrouver une sorte d'équilibre qui n'exclut pas totalement l'homme du paysage et qui continue à prendre soin. Alors, dans le même temps, moi, j'entends bien, par exemple, Francis Allais, ce grand botaniste montpelliérain qui se bat pour recréer en Europe de l'Ouest, de manière interfrontalière, une forêt de 70 000 hectares qui serait laissée en libre évolution pour revenir sur plusieurs siècles, mais une forêt primaire. J'entends bien cette utilité. J'entends aussi le risque des régions méditerranéennes d'être terriblement impactées par les changements climatiques. Et peut-être que l'homme, s'il change de regard, s'il est plus bienveillant et plus attentionné, il peut aussi participer à une meilleure survie des formations végétales en Méditerranée. Ça va passer par quoi? Ça va passer par, par exemple, limiter l'urbanisation, limiter peut-être les espaces agricoles. Qu'est-ce que toi, tu imagines? Alors, limiter les espaces agricoles, peut-être pas, mais cultiver différemment, certainement. On parle beaucoup d'agroforesterie aujourd'hui, par exemple. On a l'impression d'inventer quelque chose alors que ça... Mais c'est très récent, la monoculture. C'est vraiment la révolution agricole, la révolution industrielle et la révolution agricole. On est milieu du XXe siècle. Avant cela, tous nos champs étaient ce que moi j'aime bien appeler mariés. C'est-à-dire les cultures étaient mariées. On n'avait pas de champs monospécifiques, vraiment. Dans nos collines, on avait toujours de la vigne avec des oliviers, des cerisiers avec de la vigne, d'autres arbres fruitiers. La haie participait également à la culture. C'est en ça que je dis prendre soin, c'est-à-dire retrouver des modes de culture dans lesquels on a une place, mais on n'a pas toute la place, dans lequel on partage vraiment le regard et l'intérêt. Je reviens au tout début de notre interview. C'est pas que pour nous, c'est aussi pour les plantes. Et par exemple, en ville, se redire que on n'a jamais vu d'arbre qui vivait tout seul,
vraiment. Mm. Tous les arbres vivent avec un cortège de plantes compagnes, avec un cortège aussi de vivants qui sont des auxiliaires, les champignons notamment, qui aident les arbres. Mais depuis 400 millions d'années, les champignons aident les arbres à puiser l'eau. Et nous, on plante des arbres en ville tout seul dans des milieux absolument stériles et dans lesquels on va tout amener de manière absolument comme ça, sous perfusion. Mm. Eh bien, c'est ça qu'il faut changer, en fait. C'est ce regard-là, cette attention-là pour retrouver des formes plus adaptées au mode de vie de chacun. Mais si je me mets à la place voilà, de quelqu'un qui est complètement détaché des enjeux environnementaux et qui se dit, bon, demain, il va avoir peut-être moins de chênes verts parce qu'ils seront moins adaptés au climat qui va arriver. Ah mince, moi j'adore le chêne vert, c'est vraiment... en fait, si on veut réinvestir la nature, mais sachant que il va pleuvoir voilà, moins fréquemment, comme on le dit tout à l'heure, avec des sécheresses plus fréquentes, des chaleurs plus importantes, euh, comment on va réinvestir la nature? Est-ce qu'on va laisser la nature faire? Donc, on va dire, se définir, se déterminer naturellement en fonction du climat local, ou bien on va peut-être s'inspirer de végétation qu'on peut retrouver dans d'autres endroits de la planète avec un climat qui commence à être semblable. Qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, je pense qu'il y a la place pour tout. Je reviens à cette notion de mosaïque. C'est de très grands débats, notamment comment on va faire si on se repose place à une échelle un peu plus haute, c'est-à-dire comment globalement cette région, par exemple chez nous, dont traditionnellement on dit que c'est l'aire, alors la Méditerranée c'est l'aire de l'olivier pour les géographes, mais quand moi j'étais par exemple à l'université, on nous enseignait que les paysages en équilibre de notre région, c'était la chaînée mixte de chêne vert, chêne blanc. Aujourd'hui, on sait que les prévisions climatiques et les projections nous enseignent que le climat à venir ne va plus être favorable, par exemple, au chêne vert et au chêne blanc. L'expérience, par exemple, sur les chênes, les généticiens nous ont montré que suite aux dernières glaciations où les chênes européens s'étaient réfugiés très au sud, dans les Balkans, dans la péninsule ibérique, et que ensuite, en 3000 ans, ils sont remontés après les glaciations via leur évolution et leur potentiel de dissémination des glands via les jets, via l'homme, mais aussi via l'hybridation. Ils sont remontés jusqu'au nord de l'Europe. Donc on voit bien que le règne végétal, il sait faire ça. Il sait s'adapter, se déplacer, et que depuis 450 millions d'années, on imagine bien qu'ils ne nous ont pas attendus pour s'acclimater à tous les changements climatiques qu'il y a eu. Ce qui se passe aujourd'hui, et qui est sensiblement différent, et quand je dis sensiblement, on le prend au sens important du terme, c'est qu'on est face à une accélération de ces évolutions climatiques dont les scientifiques, alors là, j'ai moi-même pas d'expérience, mais je répète ce que disaient les scientifiques, c'est que c'est beaucoup plus rapide que le potentiel d'adaptation génétique des plantes, sauf peut-être apprendre un domaine que l'on ne connaît pas très bien, mais qui est très émergent, c'est l'épigénétique. Et donc, c'est-à-dire, c'est toutes les mutations qui se font non pas via la reproduction, mais qui se font via notre adaptation à un environnement donné.
Et donc ça, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire aujourd'hui, on est face à beaucoup d'inconnus qui sont de dire est-ce que la végétation va pouvoir s'adapter toute seule? Est-ce que il y a des chênes qui vont s'adapter, qui seront forcément pas les mêmes que ceux d'aujourd'hui, mais qui vont acquérir des caractères du fait de leur expérience. Par exemple, il semble, alors j'ai lu ça, je mets sous toute réserve, mais que nous, humains, on se soit déjà adapté à ces canicules qui ont eu lieu ces dernières années et qui fait que l'année dernière, quand il n'a pas fait de canicule, on ait ressenti un été frais, mais en fait qui était plus un ressenti via le fait qu'on était déjà adapté, alors je mets plein de Oui, bien sûr, guillemets oui, partout, oui, c'est hein, très intéressant. mais aux canicules précédentes. Donc nous-mêmes, hein, humains, on est en train de se modeler vis-à-vis de ces conditions climatiques qui évoluent à très forte vitesse. Donc en fait, tout ça pour dire qu'on n'a pas vraiment la réponse, qu'il ne faut pas jouer aux Ouais. apprentis sorciers, mais pour autant, dans nos jardins, dans nos cultures, eh bien, on peut, on a toute légitimité aussi d'essayer de trouver des manières de faire qui vont au moins materner les plantes que l'on a qui sont déjà là. En fait, il y a aussi, en résumé, on pourrait se dire que l'important, c'est de laisser la place. Ça déjà, je pense Voilà, que ça, c'est exactement. voilà, ça c'est Ouais. impératif. Et ensuite aussi une certaine idée d'acceptation d'un changement qui va arriver, parce que c'est vrai que comme tu le dis, c'est-à-dire qu'il va y avoir des végétations qui vont en tout cas s'adapter ou pas à ce nouveau Voilà. climat. Mm. Et c'est vrai que ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens où c'est compliqué pour eux de se dire que le monde d'avant ne sera pas le monde d'après. C'est vrai Oui, que puis l'échelle de l'arbre, c'est pas la même échelle voilà. que nous. Mais Donc, c'est ça qui est le plus difficile. puis j'aime bien tes mots sur l'espoir. La végétation, elle ne nous a pas attendu. Tu as complètement raison. Et je pense qu'elle arrivera à s'adapter si on lui laisse la place pour Ouais. s'adapter. Je te propose, on a 2-3 minutes. J'aimerais juste, avant de clôturer l'entretien, j'aimerais évoquer le sujet de la biodiversité en ville avec toi, parce que ça, c'était un sujet qui, 2-3 minutes, ça fait court, mais c'est assez intéressant. On a commencé un peu à l'évoquer. Bon, l'urbanisation croissante de nos villes, de nos métropoles, pose problème, hein, je présume, pour la végétation. Et on a le cas intéressant de villes comme Nîmes, comme là où on réalise cette interview, où on a eu voilà, beaucoup de permis de construire qui ont été octroyés dans le passé, qui ont fait que nos garrigues se sont fait un peu grignoter par les maisons individuelles. Et je voulais savoir comment on peut faire pour à la fois limiter cela et aussi revégétaliser nos centres-villes. Est-ce qu'il y a des... Voilà, tu as un peu abordé ça tout à l'heure avec... on voit souvent des grands arbres tout seuls. Qu'est-ce qu'on doit faire à l'avenir? Alors, il y a deux questions réellement dans cette question-là. Oui. Il y a la première question qui est la question très spécifique à Nîmes des garrigues habitées. Oui. Les garrigues habitées, j'emploierai pas. Alors, bien sûr que l'urbanisation a grignoté, mais elle n'a pas grignoté la garrigue au sens. Alors, je fais attention parce que il y a très longtemps, j'ai eu j'ai créé une polémique en disant ça dans les comités de quartier garrigue. C'était il y a plus de 30 ans, mais la garrigue habitée à Nîmes, c'est un territoire qui, depuis plusieurs siècles, mais vraiment plusieurs siècles, on peut dire depuis le XIe siècle, donc on est sur de grandes échelles, et un territoire qui est investi par l'homme, dans lequel on avait des parcelles agricoles qui ensuite ont été des parcelles de loisirs avec la civilisation du Mazet et qui, depuis le XXe siècle, sont devenues des parcelles de résidence principale.
En fait, donc, il y a une forte évolution de la manière dont c'était occupé, mais c'était occupé. Oui. Et là, paradoxalement, cette résidentialisation de la garrigue ne conduit pas tout à fait à moins de végétation. Peut-être c'est le contraire. Parce que, en fait, aujourd'hui, on est dans un parler houppier. Si on regarde dans des photos aériennes, on est quand même dans des formations arborées avec des houppiers contigus qui sont relativement importantes, ce qu'on pourrait appeler déjà des forêts urbaines. Alors qu'à l'époque où c'était des masées, on était plus soit dans des sous-étages, c'est-à-dire avec des olivettes, avec des vignes, mais des milieux beaucoup plus ouverts. Alors, ce qui, en termes de biodiversité, peut être plus intéressant, comme on le disait tout à l'heure, puisque nos espèces patrimoniales sont des espèces de milieux ouverts. Mais à nouveau, on voit bien Voilà. que il faut nuancer, ou en tout cas préciser ce que l'on dit. Donc, c'est vrai que pour les Nîmois, cette garrigue, cette civilisation mazetière est extrêmement patrimoniale et importante, avec une très forte attractivité d'aller habiter dans ces garrigues. Et je ne pense pas que ce soit au détriment, en tout cas, du couvert arboré. Par contre, en ville, on est sur une toute autre histoire. C'est vrai que la ville, elle est extrêmement minérale. On a quand même la chance d'avoir ces alignements de microcouliers, notamment, extrêmement anciens. Ces parcs, ces grandes propriétés qui avaient été le bois des espèces, par exemple, qui aujourd'hui sont pratiquement en ville. Ce jardin de la Fontaine. Et puis, aujourd'hui, en fait, d'ores et déjà, et puis surtout demain, c'est ce grand parc qui va être au sud de la ville, pardon, le parc Jacques Chirac, qui sont les anciennes pépinières Pichon qui vont démarrer sur 14 hectares à partir de la gare. Ça, c'est quand même extraordinaire. Et ces grandes unités foncières favorisent une biodiversité que les écologues ont plutôt tendance à appeler une biodiversité qui est banale. Moi, j'aime pas trop ce terme parce que ça donne des critères un peu de jugement sur qui est bien et qui est pas bien. Je pense que toute végétation en ville est une végétation importante et qu'elles ont le mérite de nous supporter. C'est vraiment important. Et je pense, et c'était l'objet d'une discussion que j'ai récemment eue avec Francis Allais, que le règne végétal a commencé à s'adapter à l'homme et au milieu urbain. Et que l'on a, j'ai des petits exemples, des plantes qui sont spécifiquement adaptées à la ville et qui ont commencé, par exemple, à changer leur type de fruits pour s'adapter au fait qu'elles vivaient plutôt dans le bitume. Et c'est très joli d'en parler, je trouve, justement à Nîmes, parce qu'il y a une petite astéracée, la famille des marguerites, des pâquerettes ou du pissenlit, qui s'appelle la ptérothèque de Nîmes. C'est la seule plante qui porte un nom nîmois. Avant, elle s'appelait Pterotheca nemosense, maintenant elle a changé de nom, elle s'appelle Crepicenta, mais qui a adapté ses fruits secs, qui vont pas être les mêmes. Si elle pousse dans un champ, ça va être des fruits plumeux, comme les fruits de pissenlit, des petites graines plumeuses. Et si elle est en ville, il ne va plus avoir le côté plumeux pour partir, pour être emportée par le vent, mais elle va être plus lourde, elle va tomber directement au pied de la plante mère. Certainement parce que la plante sait, alors ça paraît anthropocentré de dire elle le sait, mais que sa seule chance, ou en poussant là où sa mère pousse, entre guillemets, eh bien, ça augmente ses chances de pouvoir germer. Alors que si elle est emportée par le vent, peut-être pas. Et donc, on voit bien que déjà, en ville, il y a un processus d'adaptation à la vie. Bon, merci beaucoup, Véronique. On se fait une petite pause musique et on se retrouve juste après pour les questions personnelles. À de suite.
does the sun go on shining? Why does the sea rush to shore? Don't they know it's the end of the world? 'Cause you don't love me anymore. Why do the birds go on singing? Why do the stars go above? Don't they know it's the end of the world? It ended when I lost your love. I wake up in the morning and I wonder why everything's the same as it was. I can't understand, no, I can't understand how life goes on the way it does. Why does my heart go on beating? Why do these eyes of mine cry? Don't they know it's the end of the world? It ended when you said goodbye. Why does my heart go on beating? Why do these eyes of mine cry? Don't they know it's the end of the world? It ended when you said goodbye. Nous revoilà sur Radio Alliance Plus et Rage avec Véronique pour les questions personnelles. Donc ça, c'est les dernières questions classiques. La première, comment te sens-tu psychologiquement face aux enjeux climatiques et environnementaux actuels? Psychologiquement. Ouais, j'y vais fort quand même. Ouais, c'est compliqué. En fait, je suis plus quelqu'un qui essaie d'être dans l'action que dans constat. disons, dans la situation psychologique. De me dire je suis mal ou je suis bien, ou je pense à mes enfants et surtout petits-enfants. C'est plutôt par rapport à ça Oui, que je me sens redevable. En fait, c'est des discussions que j'ai beaucoup avec mes fils qui sont d'une génération. Je pense qu'aujourd'hui, il y a ce choc-là des générations aussi. Moi, je suis clairement dans la génération des boomers. Je culpabilise pas parce que réellement, on n'a pas fait ça en conscience. Moi, j'ai toujours eu plutôt comment dire, une attitude que je pense avoir été assez humble et de fait, proche de la nature de fait, qui était plutôt sur déjà le recyclage depuis très longtemps par mon éducation. Mais n'empêche que je suis de cette génération des boomers qui a tout bousillé. Et donc, je pense que ça ne sert à rien de vivre dans la culpabilité de ça. Moi, j'essaie de faire, voilà. Après, je pense que il y a un problème par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'il y a un jugement. Il y a un jugement qui est fait aux générations d'avant,
Mais bon, si on regarde, si on constate, si on analyse un petit peu, on peut voir qu'il y avait des enjeux qui étaient différents à l'après-guerre, dans les années 60, 70, et du coup, qui ont imposé une certaine une vie un peu différente et aussi une consommation de nos ressources un peu différente. Non, je pense que le reproche souvent qu'on fait, en tout cas moi, ma génération qu'on peut faire parfois aux générations d'avant, c'est plus ceux qui ne font rien actuellement et qui disent en fait que les solutions d'avant étaient meilleures. Là, par contre, ça, c'est là le problème qu'on a. C'est que, Non, ça, clairement, je dis voilà, pas mais ça. ça, j'en suis persuadé après une heure d'interview, ça, j'en suis persuadé. Est-ce que tu as donc tu en as parlé un peu avec le recyclage, tu as des habitudes écolo dans ton quotidien? Bah, oui, oui. Peut-être, ça serait plus rapide de dire quelles sont mes attitudes pas écolo. J'en ai Ouais, aussi, j'avoue. ouais, J'avoue que c'est laquelle l'habitude la moins la écolo que tu... moins écolo, je pense que mon habitude la moins écolo, c'est ma voiture. Hmm. J'ai conscience de ça, même si j'habite, par exemple, centre-ville à Nîmes, et donc de manière à pouvoir tout faire à pied. De par mon métier, je me déplace beaucoup parce que je travaille rarement sur Nîmes, je suis toujours par Mons et par Vaux, et je suis souvent en voiture. Donc, j'avoue que c'est certainement la plus grande amélioration Ouais. que je pourrais faire. Après, je crois que dans ma vie quotidienne, je suis très frugale. Voilà, donc dans tout, à la fois mon alimentation, mes gestes au quotidien, je pense que globalement, je suis assez écolo. Donc, c'est vraiment la question de la voiture par laquelle je pêche le plus. Après Mais ça, il y a ça quand ouais, même, hein, puis il y c'est a même, important. oui, puis ça dépend pas que de toi aussi, parce que Ouais, s'il y non, avait, voilà, il y a aussi une voilà. question d'alternative Ouais. à apporter. Est-ce que tu as une œuvre à conseiller, donc ça peut être sur l'environnement ou en général, hein, ça dépend des gens. Une œuvre, artistique ou une Alors œuvre. voilà, ça peut être un livre, ça peut être même une toile, ça peut être une musique, ça peut être un film que tu as envie de conseiller aux auditeurs sur un sujet. Ou... Voilà, souvent les gens, Oui, ça peut être quelque chose en lien avec l'environnement ou pas que. Hein, ça vraiment... j'avoue que j'ai pas Il n'y a pas de réfléchi à ces problème, il n'y a questions pas de plus souci. personnelles. Et oui, il y a beaucoup d'œuvres. Ce que je trouve, ce qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est justement des artistes qui travaillent très en lien avec toutes ces questions d'écologie et de nature. Et donc, il y a ce lien qui se fait, par exemple, la première qui me vient à l'esprit, parce que paradoxalement, du coup, je suis sollicitée par des artistes pour participer à des créations, et j'ai récemment été sollicitée par un jeune chorégraphe qui fait une œuvre qui s'appelle Sinople, donc autour du verre. Hein. Sinople, c'est le verre héraldique, hein, qu'on avait dans les blasons, donc tous les verres, et qui m'a interviewée, et dans son œuvre, sa chorégraphie, en fait, ma voix va être comme ça, en fond musical, entre guillemets, si on peut assimiler ça à une musique. Et donc, je trouve qu'il y a beaucoup Voilà, d'œuvres comme ça qui sont, que moi je trouve assez belles, qui font ce mariage-là. Et ce qui est intéressant, et c'est peut-être ce que je conseillerais au final, c'est un ouvrage qui n'est pas sorti encore. C'est un peu ouais, compliqué, franchement. mais Francis Allais est en train de travailler à un livre qui va parler de toutes les questions sensibles et de beauté sur la nature, c'est-à-dire comment la botanique aussi peut être vue par la question du sensible et de l'esthétique. Et il a fait la préface de mon dernier livre, qui est un livre de photos, en abordant cette question-là. Et je trouve que voilà, c'est ce que j'aurais envie de conseiller aux gens. Oh, franchement, il n'y a pas mieux une bande-annonce, c'était parfait. Est-ce que tu as une personnalité publique qui t'inspire ou qui t'a inspiré? Alors, j'ai deux personnes qui m'inspirent vraiment beaucoup, qui, on peut le dire, sont des personnalités publiques. Donc, c'est Francis Allais, qui Mhm. vraiment, ce botaniste par qui je suis, je pense, devenu botaniste. Et puis, une autre personnalité importante du monde, du jardin, du paysage, mais aussi
tout ce qui est la question du brassage planétaire de la planète, qui est Gilles Clément, avec qui je discute aussi beaucoup et qui m'a beaucoup inspiré, en tout cas, il m'a beaucoup nourri dans mon approche même en matière de botanique. Merci beaucoup. Et tu t'informes sur quels médias en général? Je suis très connectée. Tu es très connecté? C'est vrai? Alors, c'est rare. Hein. C'est rare. Franchement, dans mes invités, j'ai eu beaucoup de réponses là où je n'avais pas cette réponse-là. Alors, par exemple, qu'est-ce que ça peut être les formes de médias? C'est plutôt des médias web, des médias presse? De tout. Je lis beaucoup et je suis connectée. J'aime bien aller picorer dans l'actualité des choses qui m'étonnent, qui vont me surprendre, explorer des domaines que je connais pas. Ça reste quand même globalement dans mon domaine Oui. de prédilection, hein, mais oui, je picore beaucoup, j'écoute beaucoup, Et je podcaste beaucoup. Podcast beaucoup, c'est vrai? Ok. Et enfin, dernière question, avant de clôturer donc cet entretien. Si tu avais un conseil sur un sujet environnemental à donner en priorité à notre président Emmanuel Macron, lequel cela serait? J'avais pas envisagé cette vision-là. Il serait dans la radio avec nous, il serait en face de nous et tu aurais un sujet. Tellement de choses à lui dire, tellement de choses à lui dire. Mais beaucoup de choses sur cette question de bienveillance et d'attention au fait d'être... c'est la phrase d'Antoine Aignan qui me reviendrait, d'accueillir d'autres peuples sur le même sol. Voilà. C'est ça qui me... Et en incluant dans ces autres peuples le règne végétal. Voilà. De bien accueillir. Parfait pour conclure tout ça. Merci beaucoup Véronique. Merci à toi. Nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'OPSR. On n'est pas sorti des ronces, mais on peut toujours essayer. Allez, bye.